Si vous avez lu l'argumentaire du colloque qui se trouve au dos de la maquette, vous aurez peut-être été interpellé par cette citation de Freud. Le symptôme est ce qu'il y a dans l'âme, le plus étranger au moins. Cette phrase est tirée de la 31e conférence des nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, intitulée « La décomposition de la personnalité psychique ». C'est en ouverture de cette conférence que Sigmund Freud nous dit « Je sais que vous connaissez, en ce qui concerne vos propres relations, qu'il s'agisse des individus ou des choses, l'importance du point de départ. Ainsi en fut-il aussi de la psychanalyse, pour le développement qu'elle a connu, pour l'accueil qu'elle a trouvé, il n'a pas été indifférent pour elle de commencer son travail sur le symptôme, la chose la plus étrangère au moi qui se trouve dans le psychisme. Le symptôme provient du refoulé. Il en est, en quelque sorte, le représentant devant le moi. Le refoulé est toutefois pour le moi une terre étrangère interne, tout comme la réalité est, permettez-moi cette expression inhabituelle, une terre étrangère externe. Du symptôme, le chemin conduisit à l'inconscient, à la vie pulsionnelle, à la sexualité. Le symptôme est donc le point de départ. Et en effet, 35 ans avant cette première conférence, Freud décrit dans son manuscrit M en 1897 le processus psychothérapeutique tel qu'il le conçoit, à savoir le lien entre chaque symptôme et les scènes traumatiques vécues dans le passé, plus ou moins profondément refoulées, et dont le travail va constituer un descendre dans les couches de plus en plus profondes. Nous savons comment la théorisation et la technique psychanalytique vont évoluer dans les années qui suivent. Freud va montrer comment sa représentation de l'appareil psychique et de son fonctionnement, partie des symptômes hystériques en particulier, permet de comprendre des phénomènes courants. Les rêves, les lapsus, les actes manqués, les traits d'esprit, ce que nous désignons aujourd'hui comme formation de l'inconscient. Il montrera dans l'interprétation des rêves, psychopathologie de la vie quotidienne et le mot d'esprit et son rapport à l'inconscient, comment l'émergence ponctuelle ou récurrente de ces formations de l'inconscient rend compte du même type de processus psychique que la constitution des symptômes. Ce qui l'amène à écrire dans l'abrégé de psychanalyse en 1938, nous avons reconnu qu'il était impossible d'établir scientifiquement une ligne de démarcation entre les états normaux et anormaux. Le symptôme et les formations de l'inconscient sont conçus alors comme le résultat d'un conflit entre différentes instances psychiques qui ont des revendications et des objectifs inconciliables. S'il y a conflit, il s'agit alors de décrire le lieu où il se déroule, les forces en présence, leurs positions, leurs enjeux, leurs stratégies et leurs mouvements. Nous trouvons là les éléments qui entreront dans la définition de la métapsychologie et les trois dimensions essentielles des phénomènes psychiques décrits par Freud, économique, dynamique et topique. C'est la confrontation à la clinique quotidienne et les échanges avec les premiers membres de la Société psychanalytique de Vienne, puis avec les membres de l'Association psychanalytique internationale, qui vont amener Freud à faire évoluer ses conceptions et sa pratique. Il passera ainsi de la première théorie du traumatisme à celle du fantasme et des complexes, du premier dualisme pulsionnel au second, de la première topique, inconscient, préconscient, conscient, à la seconde, moi, ça, sur moi. La question du narcissisme, de l'identification, du masochisme et de la pulsion qui vont servir de pivot à des évolutions conceptuelles majeures à partir de 1914. Où la vision des objectifs d'une psychanalyse est amenée à évoluer et où c'est le remaniement en profondeur de l'appareil psychique qui est visé et qui va avoir des effets sur les symptômes, lesquels pourront à ce moment-là être réglés définitivement et pas simplement transformés ou déplacés. Visée que Freud va résumer à la fin de cette 31e conférence avec la fameuse formule traduite en français, là où était du ça, du moi doit advenir. L'une des formes, l'une des traductions. Le désir de faire science de Freud est inaltérable. Dans la troisième partie de l'abrégé de psychanalyse, relative au progrès théorique,
Dans le chapitre 8 intitulé « L'appareil psychique et le monde extérieur », il écrit « Dans notre domaine scientifique, comme dans tous les autres, il s'agit de découvrir derrière les propriétés, les qualités directement perçues de l'objet, quelque chose d'autre qui dépende moins des particularités de nos organes sensoriels et qui se rapproche davantage de ce qu'on suppose être l'état de choses réelles. Certes, nous n'espérons pas atteindre ce dernier, puisque nous sommes évidemment obligés de traduire toutes nos déductions dans le langage même de nos perceptions. Des avantages dont il nous est à jamais interdit de nous libérer. Mais c'est là justement qu'on en reconnaît la nature et la limitation de notre science. La réalité demeurera à jamais, entre guillemets, inconnaissable. Ne trouvons-nous pas ici le résumé de problématiques sur lesquelles va se pencher Jacques Lacan dans l'ensemble de son enseignement? Cette réalité à jamais inconnaissable ne fait-elle pas écho à la façon dont Lacan définira plus tard le réel? Nous allons justement passer de Freud à Lacan, qui, dès 1936, se place dans une perspective freudienne et indique la voie qu'il compte suivre. Son article « Au-delà du principe de réalité », publié dans l'Évolution psychiatrique, commence par ce grand titre. Autour de ce principe fondamental de la doctrine de Freud, la deuxième génération de son école peut définir sa dette et son devoir. Dès la première partie de cet article, il évoque les fondements théoriques de diverses écoles contemporaines qui utilisent le terme de « fonction du réel ». Il écrit dans la partie intitulée « Révolution de la méthode freudienne » ceci. Pour le malade, comme pour le médecin, la psychologie est le domaine de l'imaginaire, entre guillemets, au sens de l'illusoire. Ce qui donc a une signification réelle, le symptôme par conséquent, ne peut être psychologique que, entre guillemets, d'apparence, et se distinguera du registre ordinaire de la vie psychique par quelques traits discordants, où se montrera bien son caractère, entre guillemets, grave. Freud comprend que c'est ce choix même qui rend sans valeur le témoignage du malade. Si l'on veut reconnaître une réalité propre aux réactions psychiques, il ne faut pas commencer par choisir entre elles. Il faut commencer par ne plus choisir. Pour mesurer leur efficience, il faut respecter leur succession. Certes, il n'est pas question d'en restituer par le récit la chaîne, mais le moment même du témoignage peut en constituer un fragment significatif, à condition qu'on exige l'intégralité de son texte et qu'on le libère des chaînes du récit. Ainsi se constitue ce qu'on peut appeler l'expérience analytique. Nous voyons là clairement comment sont déjà présents, même s'ils ne sont pas nommés de cette façon, les registres du réel, de l'imaginaire et du symbolique, et la façon dont ils sont articulés à la théorie freudienne, d'une part, et à la pratique clinique de la psychanalyse, d'autre part. Le témoignage du malade, qu'est-ce d'autre que sa parole, son dit. Un peu plus loin dans le texte, tout en soulignant le génie de Freud, il aborde l'importance de l'image avec ces mots. Nous manifesterons du même coup l'usage génial qu'il a su faire de l'image, que, si sous le nom d'imago, il ne l'a pas pleinement dégagé de l'état confus de l'intuition commune, c'est pour user magistralement de sa portée concrète, conservant tout de sa fonction informatrice dans l'intuition, dans la mémoire et dans le développement. Pour conclure donc, il y a 60 ans, en conclusion de la séance de son séminaire du 2 février 1955, voilà ce que disait Lacan à ceux qui l'écoutaient ce jour-là. Sachez suspendre votre pensée sur des moments ingrats. Et n'oubliez pas que ce sont les premiers moments d'une pensée créatrice dont le développement porte bien au-delà. Merci.